Bonjour et bienvenue dans cette émission Questions aux experts avec la rédaction de Pourquoi Docteur. Nous allons aujourd'hui aborder une maladie grave. Le cancer du poumon, c'est la première cause de décès par cancer aujourd'hui en France. Alors bien sûr, il y a cette actualité un peu people avec des personnalités du spectacle ou de la télévision qui ont annoncé récemment être touchées par la maladie. Mais il y a surtout cette idée de mieux dépister le cancer du poumon qui semble faire son chemin. Alors pour en parler et répondre aux questions de nos internautes, nous sommes avec le docteur Didier Debieuvre, chef du service de pneumologie à l'hôpital de Mulhouse et aussi investigateur principal de KBP 2010. C'est un nom bizarre, mais c'est une récente étude menée sur le cancer bronchique. Bonjour, docteur Debieuvre. Bonjour. Alors, avant que je relaye auprès de vous les questions parfois très précises de nos internautes, est-ce que vous pouvez répondre à une de leurs interrogations qui revient très très souvent? Y a-t-il plusieurs formes de cancer du poumon et lesquelles? Oui, il y a plusieurs formes de cancer du poumon. D'abord, je voulais faire une correction. C'est pas KBP 2010, mais 2020. Il y a effectivement eu KBP 2010 auparavant et KBP 2000 encore auparavant. En fait, c'est le troisième épisode, donc qui nous donne un effet baromètre sur 20 ans. Alors oui, il y a plusieurs formes de cancer du poumon. Il y a, si on veut être schématique, les cancers non à petites cellules et les cancers à petites cellules. Les cancers à petites cellules sont des cancers qui sont volontiers agressifs, d'évolution rapide. Les cancers non à petites cellules évoluent généralement moins rapidement. Et parmi les cancers non à petites cellules, il y a encore plusieurs histologies différentes, avec des impacts thérapeutiques également différents. Il y a les cancers épidermoïdes, les adénocarcinomes et les cancers à grandes cellules. Voilà, pour être schématique et pour pas trop entrer dans le détail pour noyer l'auditoire. Alors, on a reçu aussi pas mal de questions. Vous savez, au moment de l'affaire de l'amiante, on parlait beaucoup de cancers de la plèvre qui sont parfois associés au cancer du poumon. Quelle est la différence entre un cancer du poumon et un cancer de la plèvre? Alors, déjà, la différence, c'est le tissu dans lequel se développe le cancer. Le cancer du poumon se développe dans le poumon, en l'occurrence réellement dans la bronche. Et le cancer de la plèvre se développe donc autour du poumon, dans une enveloppe qui s'appelle la plèvre, donc qui entoure le poumon. Et dans ce cancer donc, du poumon, quelle est la part de ces cancers qui démarrent dans le poumon et par rapport au cancer du poumon, qui sont en fait des métastases d'autres cancers touchant d'autres organes? Alors c'est difficile de dire, mais la grande majorité des cancers au niveau du poumon sont primitifs, donc se développent à partir de la bronche elle-même. Après, effectivement, il y a possibilité pour de très nombreux cancers d'avoir des métastases au niveau du poumon, que ce soit le cancer du sein, le cancer de l'ovaire, cancer ORL ou autre. Et la différence, en fait, se fait sur le prélèvement diagnostique, sur la biopsie, généralement, où l'anatomopathologiste nous fait la différence entre ce qui est primitif du poumon et ce qui est effectivement une métastase. On y reviendra sans doute au moment de parler de la manière dont se fait le diagnostic de cette maladie. Et évidemment, beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, beaucoup, j'allais dire, presque de curiosité et d'inquiétude. Quels sont les symptômes? Alors, les symptômes, ils sont variables. La grande notion qu'il faut retenir, et c'est ce qui fait aussi la gravité du cancer du poumon, c'est son caractère longtemps asymptomatique. C'est-à-dire qu'il se développe sans que l'individu lui-même n'en ait la perception, la conscience. Ce qui explique une grande part du diagnostic tardif et donc du mauvais pronostic du cancer du poumon. Sinon, c'est des symptômes qui peuvent paraître effectivement tout à fait banals, notamment pour un fumeur, c'est la toux, c'est l'expectoration, le crachat. Ce qui peut alerter, c'est quand ce crachat est teinté de sang. Quand il y a du sang dans les crachats, c'est vrai que ça doit être un signal d'alerte pour le fumeur. Ça peut être une douleur à la poitrine, une douleur thoracique, mais elle est généralement tardive parce que le poumon lui-même n'est pas innervé, donc il n'y a pas
de sensation de douleur. La douleur apparaît quand il y a une atteinte de la paroi thoracique ou de la plèvre, justement. Et là, l'évolution est déjà bien avancée. Et à ce moment-là, Après, ça peut être un essoufflement. L'essoufflement qui apparaît progressivement, mais là aussi, c'est volontiers banalisé chez quelqu'un qui fume. Et quand la toux, quand la douleur, quand les crachats arrivent, il est entre guillemets trop tard? Pas forcément, mais c'est le signe généralement effectivement d'un cancer qui est déjà avancé. D'où la nécessité effectivement de proposer un dépistage dans des populations à risque pour découvrir ce cancer de manière précoce. Et quand on le découvre de manière précoce, on a évidemment beaucoup plus de chances d'en guérir. À partir de quel âge ce cancer peut se déclarer? C'est forcément quelque chose qui arrive plutôt dans la deuxième partie de la vie ou ça peut se déclarer à tout moment? Ça peut se déclarer à tout moment, mais l'âge médian, il est de 68 ans. Donc c'est effectivement plutôt un cancer du sujet âgé. Mais on a quand même des cancers du poumon qui apparaissent chez des jeunes de 35-40 ans. C'est plus rare, mais ça arrive. Est-ce qu'il peut y avoir des prédispositions familiales? Oui, certainement. Alors au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas dire effectivement quel est le gène ou les gènes qui prédisposent à la survenue d'un cancer du poumon chez un individu. En revanche, on voit effectivement, j'allais dire, des familles avec des cancers du poumon. On découvre un cancer du poumon chez une personne et en l'interrogeant, on se rend compte qu'il y a déjà effectivement dans la famille d'autres personnes qui ont un cancer du poumon. Donc il y a probablement effectivement un trait génétique, une fragilité qui peut expliquer la survenue de cancer du poumon. Le seul conseil qu'on puisse donner à l'ensemble de la famille à ce moment-là, c'est de ne pas fumer, parce que le fait de fumer, bien entendu, augmente notablement le risque d'apparition d'un cancer du poumon. Alors, j'ai un internaute qui me dit j'entends dire que ce cancer toucherait de plus en plus des personnes après 70 ans. Est-ce que c'est une tendance qui est réelle, qui existe, ou est-ce qu'il a eu de mauvaises informations? Non, c'est réel. Comme je vous disais, l'âge médian, il est de 68 ans. Donc la moitié des cancers du poumon sont découverts chez les personnes qui ont plus de 68 ans. Le vieillissement de la population fait qu'il y a plus de cancers du poumon chez le sujet âgé. C'est naturel. Il y a plus de cancers de manière générale chez le sujet âgé par immunosénescence, baisse de l'immunité. Et donc, oui, il y a plus de cancers au-delà de 70 ans. On évoquait tout à l'heure les symptômes. J'ai aussi pas mal de questions qui me sont parvenues sur la manière dont se fait le diagnostic. Est-ce que c'est simplement à travers l'imagerie ou est-ce que c'est quelque chose qui peut être plus invasif? Alors, le diagnostic, il est fait de manière plus invasive. L'imagerie permet de suspecter effectivement l'existence d'un cancer, mais ne donne évidemment pas le diagnostic, ne donne pas l'histologie, donc ne permet pas d'aborder le traitement. Le traitement étant différent en fonction de l'histologie, donc du type de cancer, en fonction de l'extension du cancer, donc l'existence de métastases ou pas, une extension à la paroi. Et donc il est important de faire des examens qui, là, effectivement, peuvent être plus ou moins invasifs pour avoir un diagnostic. L'imagerie permettant de situer le cancer primitif et de faire des prélèvements dirigés. Alors sinon, j'ai aussi évidemment beaucoup de questions sur la responsabilité du tabagisme dans cette maladie. Donc on ne va pas non plus s'étendre sur toute l'émission sur la responsabilité du tabagisme. C'est quelque chose qui est très connu. En revanche, est-ce que vous pouvez juste nous rappeler quelle est la proportion, quelle est la part de responsabilité en quelque sorte du tabagisme dans le cancer du poumon en France? Elle est évidemment largement majoritaire. 88% des cancers du poumon en France sont liés au tabac, surviennent chez des personnes qui fument ou qui ont fumé. Parce qu'il faut
comprendre que quand on a fumé et qu'on arrête de fumer, on réduit le risque, mais on ne revient jamais au risque d'une personne qui n'a jamais fumé. Ce qui est important aussi à savoir, c'est que quand on arrête de fumer, il faut arrêter totalement, diminuer la quantité de tabac fumé, donc le nombre de cigarettes fumées par jour, réduit, mais de manière non significative, le risque de survenue d'un cancer du poumon. Ce qui permet de le réduire notablement chez un fumeur, c'est d'arrêter totalement. Et plus on arrête tôt, mieux c'est, mieux on diminue le risque de cancer du poumon. Alors justement, toujours un peu en relation avec le sujet du tabagisme, il y a une récente étude sur le cancer bronchique, je crois, à laquelle vous avez été associé, qui montre une forte augmentation de la maladie chez les femmes. Il y a quelques indications qui semblent montrer que ce serait justement la faute de l'augmentation du tabagisme chez les femmes. Vous le confirmez ? Oui, je confirme effectivement en France, mais on le voyait déjà aux États-Unis. En France, la proportion de femmes ayant un cancer du poumon a augmenté de manière très importante en 20 ans. Quand on prend les chiffres de KBP 2000, on avait 16% de femmes dans la cohorte KBP 2000. Et en 2020, donc dans KBP 2020, on a 34,6% de femmes. Donc on a plus qu'un doublement de la proportion de femmes présentant un cancer du poumon en France. Et ça, c'est un phénomène qui est effectivement inquiétant. Alors c'est lié en grande partie, voire exclusivement effectivement au tabagisme. Alors pourquoi effectivement il y a cette augmentation alors que chez l'homme on a plutôt une stagnation, voire une petite diminution du nombre de cancers chez l'homme? Tout simplement parce que la femme a commencé à fumer plus tardivement que l'homme. Et donc il y a un décalage dans le pic, j'allais dire, de l'épidémie ou de la pandémie de cancer du poumon chez la femme, qui explique donc cette augmentation très, très importante. Une internaute s'interroge sur la dangerosité de ce cancer ou l'agressivité de ce cancer. Est-ce qu'il y aurait des différences entre les hommes et les femmes sur la gravité et l'agressivité du cancer du poumon ? Globalement, non. Il est tout aussi agressif, tout aussi grave chez la femme que chez l'homme. On a peut-être un pronostic qui est un peu meilleur tout de même chez la femme, avec des réponses au traitement qui sont légèrement améliorées. Mais il faut retenir que la dangerosité, la gravité, elle est à peu près la même, qu'on soit un homme ou une femme. Donc, le risque lié au tabac, il est également identique. On se posait la question, on se pose encore parfois la question, effectivement, de l'impact du tabac chez la femme et chez l'homme. Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que la femme est plus à risque quand elle fume de faire un cancer du poumon? Globalement, il faut retenir que le risque est équivalent. Alors, à ce stade de l'émission, je rappelle qu'elle a pour objectif de vous éclairer sur une maladie, qu'elle n'a absolument pas vocation à être une sorte de consultation à distance. Ce serait totalement inapproprié. Je pense qu'il est important de le rappeler et de le souligner. Docteur Debièvre, à chaque congrès de cancérologie, il y a des communications sur le cancer du poumon qui semblent annoncer qu'on est en train de le maîtriser de mieux en mieux. Est-ce que c'est une réalité ? Oui, c'est une réalité qu'on constate sur le terrain depuis quelques années. J'allais dire globalement depuis 10 ans. Et c'est aussi l'intérêt de notre étude KBP 2020, c'est d'essayer de montrer dans la vraie vie l'amélioration du pronostic et de la prise en charge du cancer du poumon, puisque depuis 2010, on a eu plusieurs évolutions, voire révolutions dans la prise en charge et le traitement du cancer du poumon. D'abord ce qu'on appelle les thérapies ciblées, donc qui sont apparues un peu avant les années 2010, mais qui ont pris un essor depuis 2010. Et puis, de manière plus récente, l'immunothérapie. L'immunothérapie a été une véritable révolution avec des réponses au traitement qui sont importantes et des réponses au traitement qui sont très longues. Alors, on ne peut pas encore parler de guérison avec l'immunothérapie, mais on a quand même des patients qui répondent et qui répondent très longtemps et qui sont toujours en réponse au traitement après l'arrêt des traitements.
peut-être que dans les années à venir, effectivement, on pourra parler de guérison chez des patients qui ont été traités par immunothérapie. C'est un peu tôt pour le dire. En ce qui concerne les thérapies ciblées, on a des survies très longues chez des patients qui, au départ, ont une maladie fortement métastatique, mais on a un échappement au traitement, mais on a de nombreuses molécules qui apparaissent sur le marché, qui sont disponibles et qui permettent d'avoir, là aussi, des survies très longues. Mais, encore une fois, on ne peut pas parler de guérison à ce stade et à l'heure actuelle. Vous savez, l'intérêt pour les questions de santé passe parfois par des choses qui n'ont rien à voir, mais au moment du décès de Johnny Hallyday, des internautes me rappellent qu'il avait été dit que chez lui, l'immunothérapie ne fonctionnait pas. Ça veut dire que c'est un traitement qui n'est pas forcément applicable à l'ensemble des patients ? Non, alors oui et non. C'est-à-dire qu'on peut évidemment l'appliquer à tout le monde, mais tout le monde ne va pas répondre au traitement. Donc ça ne va pas être efficace chez tout le monde. Malheureusement, effectivement, on aimerait bien que l'immunothérapie soit une espèce de baguette magique. Ça n'est quand même pas une baguette magique. C'est un traitement potentiellement très efficace. Il n'est efficace que dans une partie, effectivement, des patients. Chez une partie des patients, c'est une partie des cancers bronchiques. On affine évidemment la recherche. Nous amène également à rechercher ce qui permet d'apprécier ou d'évaluer avant de démarrer un traitement l'efficacité de l'immunothérapie. Pour l'instant, on a un biomarqueur, mais qui est imparfait et qui permet effectivement déjà de séparer les patients potentiellement répondeurs de ceux qui sont potentiellement non répondeurs. Mais ce n'est pas aussi blanc ou noir que ça. Dans la vie, il y a toujours un peu de gris. Si on veut parler globalement de l'efficacité de l'immunothérapie, on va dire que globalement, à peu près 20% des patients répondent. Voilà. Mais avec un biomarqueur, quand il est positif, on arrive jusqu'à 50% des patients qui vont répondre de manière très importante à l'immunothérapie. Ce qui explique effectivement que, alors je ne connais pas le cas de Johnny Hallyday précisément, je ne sais pas quel traitement il a pu avoir, même si on peut avoir une idée effectivement de ce qu'il a eu, ben oui, ça ne répond pas à 100%. Donc tout le monde ne tire pas bénéfice de l'immunothérapie malheureusement. À l'heure actuelle, là aussi, on a des molécules à disposition, on en a d'autres à venir qui agissent à un niveau différent de la cascade immunitaire. On peut espérer, dans les années à venir, avoir amélioré effectivement l'efficacité de l'immunothérapie et augmenter le pourcentage de patients qui vont répondre à ce traitement. J'ai une question très particulière. Les dégâts pulmonaires provoqués par la Covid peuvent-ils provoquer ou aggraver un cancer du poumon ? Alors, provoquer ou aggraver, je ne crois pas. Alors, on ne peut jamais être affirmatif, mais non, clairement, on n'a pas démontré à l'heure actuelle que la Covid conduisait au développement d'un cancer du poumon. La Covid n'aggrave pas le cancer du poumon. En revanche, on sait que chez un patient qui a un cancer du poumon et qui fait une Covid, la mortalité est très importante. Dans la population générale, la mortalité elle est aux alentours de 0,81%. Chez un patient qui a un cancer du poumon, la mortalité elle est de 30-40%. Donc effectivement, quand on a un cancer du poumon, il ne faut sûrement pas attraper la Covid. Et d'où l'importance, on ne le redit pas assez, de la vaccination. On va parler maintenant d'un sujet important en matière de cancer du poumon, c'est le dépistage. Donc la Haute Autorité de Santé a souhaité récemment qu'il y ait des expérimentations qui se mettent en place pour un dépistage organisé. Je crois que la PHP est en train justement de mettre en place quelque chose qui concerne notamment les femmes entre 50 et 74 ans pour participer à une expérimentation. Est-ce qu'on va un jour mettre en place ce dépistage comme on le fait déjà pour le cancer du côlon ou pour le cancer du sein? Alors, tous les oncopneumologues l'appellent de leur vœu depuis des années. On espère effectivement que ces expérimentations conduisent à mettre en place un dépistage organisé dans l'ensemble de la population française.
Alors, dans l'ensemble de la population française, ça veut dire qu'il faudra quand même cibler les personnes à risque. Il n'est évidemment pas utile, voire délétère, de faire un dépistage dans toute la population française, parce qu'on n'a pas tous le même risque face à la survenue d'un cancer du poumon. Mais clairement, depuis 10 ans, on sait que le dépistage permet de réduire la mortalité par cancer et même la mortalité globale à travers une étude américaine qui a été publiée donc en 2011. Le dépistage est d'autant plus nécessaire que dans KBP 2020, on a encore, dans 60% des cas, un diagnostic tardif, c'est-à-dire qu'un diagnostic avec une maladie très avancée ou métastatique, dont on sait malheureusement qu'on aura du mal ou qu'on n'arrivera pas à guérir ces patients-là. Donc si on peut réduire le nombre de cancers diagnostiqués à un stade métastatique, si on a effectivement des cancers diagnostiqués à un stade précoce, on arrivera à guérir les patients. Quand on a un cancer qui fait moins de 1 cm ou moins de 2 cm, on a effectivement de 80-90% de chances de guérison avec une chirurgie. Quand on est à un stade métastatique, les chances de guérison, elles sont infimes. Donc oui, c'est une étape importante. Il faut se rappeler que l'HAS en 2016 avait déjà effectivement planché sur ce dossier. On avait déjà effectivement proposé de mettre en place un dépistage. L'HAS avait conclu à ce moment-là qu'il n'était pas justifié de faire un dépistage parce qu'il y avait trop d'inconnus et notamment un risque de faux positifs qui conduisait à des examens invasifs inutiles et donc à un risque de complications chez les patients chez qui on faisait ce dépistage. Le fait que l'HAS accepte à l'heure actuelle de mettre en place des sites pilotes avec effectivement un dépistage est une avancée. Alors la PHP effectivement planche sur un dossier. Je sais qu'à Lyon, il travaille également sur un dépistage. Il y a d'autres centres qui vont mettre en place effectivement ce dépistage. C'est une bonne nouvelle. Maintenant, c'est une étape. Ça ne veut pas dire que demain, en 2023, on va avoir un dépistage organisé en France. Il va se passer des années, à mon avis, avant que la décision finale soit prise pour mettre en place un dépistage organisé tel qu'on le fait dans le cancer du sein ou dans le cancer rectocolique. Mais c'est une étape importante et il faut saluer effectivement cette initiative de l'HAS. Ça passerait par quel type d'examen si on devait le systématiser ? Alors ça passera par, bien entendu, un examen d'imagerie et en l'occurrence un scanner thoracique, mais avec des conditions de réalisation très particulières. C'est pas un scanner thoracique comme on le fait habituellement dans le cadre du diagnostic d'une maladie chez quelqu'un qui a des symptômes. Là, on est face à une personne saine qui a priori n'a pas de maladie, n'a pas de symptômes, et chez qui on veut voir si elle a effectivement une imagerie qui évoque un cancer du poumon et qui conduit à faire des examens. Donc il faut évidemment éviter un surrisque lié à la réalisation de l'examen. Donc c'est un scanner thoracique qui est fait avec des faibles doses d'irradiation, et les scanners à l'heure actuelle permettent de faire des scanners en réduisant notablement le risque d'irradiation, donc la dose de rayonnement administrée, avec un équivalent, peut-être pas d'une radiographie pulmonaire standard, mais pas loin. Et ça, c'est grâce à l'évolution de la technologie de l'imagerie et des scanners, donc qui permet de réduire les doses d'irradiation. Et sans injection de produits de contraste, quand on fait un scanner effectivement diagnostique chez quelqu'un qui a des symptômes, on injecte un produit de contraste pour améliorer la qualité de l'imagerie. Là, dans le cas du dépistage, il n'y aurait pas d'injection de produit de contraste. Alors évidemment, la qualité de l'image est moins bonne, mais dans le cas du dépistage, elle est largement suffisante avec les scanners de génération récente qui donnent de très bonnes définitions d'image. Donc ça, c'est le premier élément. Donc c'est l'imagerie, scanner thoracique, faible dose d'irradiation, sans injection de produit de contraste. Il faut probablement associer à cet examen d'imagerie d'autres éléments.
Je parlais tout à l'heure de biomarqueurs pour effectivement les mutations. Il y a probablement nécessité, et une étude italienne l'a montré, ça améliore le rendement du dépistage et ça limite les faux positifs, de faire une recherche de biomarqueurs sur un prélèvement sanguin qu'on ferait en même temps que l'examen d'imagerie. Il y a de manière impérative la nécessité d'avoir également une incitation au sevrage tabagique. Parce que, encore une fois, le tabac est la première cause, premier facteur de risque de survenue d'un cancer du poumon. Faire un dépistage du cancer du poumon chez un individu qui fume, si on ne l'incite pas à arrêter de fumer, parce que c'est comme la vaccination, on ne peut pas obliger les gens à arrêter de fumer, et le tabac est quand même un produit très addictif, et ce n'est pas aussi simple que ça, évidemment, d'arrêter de fumer. Mais il faut faire donc un examen d'imagerie, une recherche de biomarqueurs et un sevrage tabagique. Ça, ce sont, à mon avis, les trois piliers. Après, les expériences pilotes vont permettre d'affiner un petit peu les choses, parce qu'il va falloir définir, effectivement, les critères d'examen, définir quels examens vont être réalisés et définir également précisément la population chez laquelle on va faire ce dépistage. Même si cette population, elle est assez claire à l'heure actuelle avec les études NLST, Nelson et MELD qui ont été publiées. Donc on sait à peu près quelle population de patients il faut cibler. Alors, la population de patients, c'est évidemment essentiellement les fumeurs, vous venez de le redire. Ça m'amène à la dernière question, parce que, qui va regrouper pas mal d'interrogations que me posent les internautes. Selon vous, dans cette espèce de bras de fer entre l'avancée de la recherche sur le cancer du poumon et le tabagisme, qui finira par gagner ? Pour l'instant, malheureusement, c'est toujours le cancer, dans la majorité des cas, qui gagne. On espère effectivement finir par gagner, mais clairement, la première chose à faire, si on veut éviter d'avoir un cancer du poumon, réduire le risque, c'est de ne pas fumer, ou d'arrêter de fumer rapidement quand on a commencé à fumer. Parce que si on veut être un peu caricatural et schématique, si on supprime le tabac, on supprime 88% des cancers du poumon. Alors évidemment, il y a des cancers qui surviennent chez les non-fumeurs, c'est vrai, et cette proportion a également augmenté depuis 20 ans. On est passé de 7,2% à 12,6%, donc toujours les résultats de notre corps KBP 2020, mais cette augmentation, elle est surtout liée à l'augmentation du cancer chez la femme et surtout l'augmentation du cancer chez les sujets âgés. Parce que chez les sujets âgés, on a évidemment ceux qui ont fumé, mais on a ceux qui développent un cancer parce que, encore une fois, le vieillissement entraîne un risque de cancer beaucoup plus important. On va rester sur cette conclusion. Merci, Dr Didier Devieure, pour la clarté et la précision de vos réponses. Vous pouvez tous revoir cette émission sur notre site Pourquoi Docteur, sur notre chaîne YouTube ou à partir de nos réseaux sociaux. Donc, merci à vous aussi pour votre participation à travers vos questions, pour votre fidélité. Et je vous dis à bientôt pour un prochain Questions aux experts avec Pourquoi Docteur.